Bonjour à tous, Gonz et Fenot, bienvenue sur But Football Club pour notre traditionnel talk show olympique lyonnais. Ce dimanche, c'est Stade Rennais-OL, comptant pour la 4e journée de Ligue 1. Et on a un invité qui a joué dans les deux clubs. Il a été le gardien de l'OL de 1990 à 1993, puis le premier du portier du Stade Rennais à la remontée en 94-95. On l'a ensuite retrouvé comme éducateur à l'OL durant 15 ans, jusqu'en 2019. Lui, c'est Gilles Rousset. Bonjour Gilles, content de te recevoir dans cette émission. Mais bonjour Alexandre, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, comme vous en avez l'habitude, pour chaque vidéo, on vous rappelle les bonnes pratiques pour aider notre chaîne YouTube. Le pouce pour dire que vous aimez, la clochette pour vous abonner. Et si vous pouvez mettre un petit boost en plus, ce serait appréciable. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, on lit absolument tout. Alors, on va commencer d'emblée sur le match, hein, pas de temps mort. Et ce match, c'est une série à poursuivre, c'est Rennes. Lyon va entamer une grosse série de matchs, là. 6 matchs, un bloc de 6 matchs avant la prochaine trêve internationale. On va s'attarder rapidement sur le début de saison. L'OL est co-leader de Ligue 1, comme on le voit au classement, avec le PSG ex aequo, encore invaincu, et surtout n'a pas pris de but. La seule équipe en France à ne pas avoir pris de but. C'est le meilleur démarrage depuis 1981 quand même, hein. 3 victoires en 3 matchs avant de se rendre à Rennes ce dimanche à 20h45, c'est plutôt pas mal. Alors Gilles, est-ce qu'on pouvait s'attendre à un tel démarrage ? Pas forcément, hein, pas forcément. On a tous vu l'été tumultueux que l'Olympique Lyonnais a connu, hein, avec un changement de gouvernance à l'arrivée, mais au départ, une forte inquiétude de relégation, peut-être même de dépôt de bilan, de rétrogradation dans tous les sens un peu à la Bordeaux. Donc non, ce n'était pas forcément attendu. Maintenant, je pense que le fait d'avoir été maintenu, même avec des restrictions budgétaires importantes, a fait que ça a libéré un peu tout le monde. Et puis, je pense que l'arrivée peut-être aussi de Michel Kang à la tête de l'OL a apporté beaucoup plus de sérénité que lors de l'ère Textor, où c'était un peu va comme je te pousse ou va comme John pousse, quoi. Tu vois, donc je pense que c'était pas attendu, mais bon, il y a du bon travail de fait à l'Olympique Lyonnais, ça c'est une évidence, ouais. Mais pour toi, est-ce que ça peut durer, ce bel été lyonnais ? Est-ce que ça peut tenir ? Ça va être difficile. Je pense que, très honnêtement, quand on regarde un peu l'effectif de l'Olympique Lyonnais, on s'aperçoit quand même que il y a des manques, notamment devant. Il n'y a qu'un seul attaquant, vraiment un seul avant-centre de métier, qui vient d'arriver, qui sort de blessure. Ouais. Donc ça va être plus compliqué, mais la série de matchs va être intéressante. Et je pense qu'à l'issue de cette série de matchs, jusqu'à la prochaine trêve internationale, on aura une meilleure idée. Il y aura eu des matchs de Coupe d'Europe. On sait que c'est très énergivore également. Donc, il y a quelques blessés qui arrivent aussi actuellement. Bon, voilà, il va falloir gérer cet effectif. Et quand l'effectif est diminué ou voire jeune pour les remplaçants, notamment devant, ça peut être un problème. Justement, là, on va parler du match de Rennes. Rennes, c'est un peu le gazon maudit pour l'OL. Assez souvent ces dernières années, sur les 5 derniers déplacements, c'est seulement une victoire pour 3 défaites, dont 2 assez larges d'ailleurs, 3-0 l'an dernier et 4-1 il y a 3 ans de mémoire. Pour toi, ce match, ça a une valeur de vrai test pour cet OL qui a quand même réussi les tests de Lens et de Marseille. Oui, alors un vrai test, j'en sais rien. Cette équipe de Rennes, on a un peu de mal à la situer, hein. Ils ont beaucoup renouvelé l'effectif également. Donc, ça va être. Je ne peux pas parler de test vraiment. Ça va être un match intéressant parce que Rennes est toujours une équipe difficile à manœuvrer. Mais je ne sais pas. Non, je ne pense pas que ce soit un test. C'est toujours difficile de reprendre après une trêve internationale. Il y a des mecs qui sont allés à droite, à gauche, il y en a qui sont restés là. C'est pas simple à gérer. Maintenant, Rennes fait pas partie vraiment des grosses écuries, hein. Je trouve que c'est une équipe qui se cherche, qui a connu. Ils ont encore beaucoup investi quand même cet été. Ouais, ils ont beaucoup investi, mais ça fait quelques années déjà qu'ils investissent beaucoup, hein. Ils ont beaucoup investi, ils se sont plantés royalement l'année dernière, ça leur a coûté beaucoup, ils remettent la main à la poche là.
Bon, écoute, on verra, mais je ne suis pas sûr que ce soit un véritable test. Je pense que ça va être la série de matchs qui va être un test. Je pense que jouer la Coupe d'Europe, après, il y a le match de Lille aussi. Je pense que le vrai test, il va être à Lille. Après avoir enchaîné quelques matchs de Coupe d'Europe, là, le vrai test, il sera là, je pense. Quand même, je voudrais avoir ton regard sur ce Rennes-là, parce qu'il y a aussi un joueur que tu as entraîné, si je ne me trompe pas, le nouvel attaquant du Stade Rennais, Esteban Le Pol, tu l'as entraîné d'ailleurs ici, à Lyon. Ouais. Justement, qu'est-ce que ça t'inspire de le voir là-bas et d'être l'avant-centre vedette de cette équipe de Rennes aujourd'hui? Écoute, je suis très content pour lui. C'était un gamin qui avait des qualités, bien évidemment, notamment devant le but, des qualités de puissance, de frappe, une grosse frappe, un bon gamin qui était très sérieux, très enthousiaste, beaucoup. Mais il avait cette tendance à s'auto-flageller quand il ratait un but. Donc, si tu veux, il fallait toujours le booster, toujours le réconforter. Et c'est un gamin qui n'a jamais été trop considéré par la direction de l'époque. On pourra en reparler un peu plus tard. Mais voilà, il était toujours un peu derrière les autres. Un peu, je dirais, un peu comme Pierre Calulu, qui était pas si bien considéré que ça que de la part des entraîneurs de la CFA à l'époque, du directeur du centre de formation. Il passait après les autres. Donc, et on peut s'apercevoir que il n'y a pas une trajectoire linéaire pour réussir. On peut très bien échouer, entre guillemets, dans un club, c'est ce qui est arrivé à Esteban, mais il a su, après il a vécu un drame aussi avec la perte de son papa qui s'est tué. Donc ça, c'est toujours des... Hop, attends, il y a un truc qui s'est... Hop, voilà. Et il y a toujours des drames qui font que c'est compliqué. Mais en tout cas, il a su rebondir. Il est allé à Épinal. Après, il est allé, je ne sais plus où, à Orléans, je crois. Puis après, Orléans ou Épinal. Voilà, donc il a marqué des buts et il est allé à Angers. Il a contribué grandement au sauvetage d'Angers l'année dernière. Et là, il se retrouve avec un transfert entre 15 et 20 millions d'euros. Même lui ne pouvait pas espérer quand il est parti de l'Olympique Lyonnais. Mais ça veut dire que les trajectoires sont différentes, les histoires sont différentes. Et il y a toujours la possibilité de réussir si on s'accroche, si on croit en soi. Donc, je suis ravi pour lui. On passe au deuxième thème. Ça, c'est un thème qu'on instaure cette année. C'est le focus de la semaine. On s'arrête sur un joueur. Et cette semaine, je voulais m'arrêter sur le Monsieur Plus de l'Olympique Lyonnais. Ce Monsieur Plus, c'est Malik Fofana. Qui nous avait quitté avec une angoisse face à l'OM parce qu'il est sorti blessé pendant le match. On s'est demandé, on a prié pour que ce soit pas trop grave. Finalement, ça va plutôt bien parce qu'il a marqué en sélection pour sa première titularisation, donc tout va bien. Voici ses stats du début de saison et pour moi, elles sont très intéressantes. Et d'ailleurs, je pense que ça justifie sa note moyenne de 6,7 sur 10. C'est la deuxième meilleure note de l'effectif que j'ai attribuée depuis le début de saison, juste derrière Rémi Descamps. Voilà. Mais quel est ton regard sur la saison de Malik quand tu vois ces stats-là? Déjà, elles sont jolies. Il y a 100% de frappe cadrée. Déjà, pour un attaquant, c'est bien. Ouais. Et puis, c'est un joueur qui pour moi, est le dynamiteur de l'attaque. C'est lui qui fait les différences par ses courses, par ses dribbles, par son jeu vers l'avant. Ouais, c'est actuellement le Monsieur Plus. Hein. C'est assez indiscutable. Maintenant, je trouve qu'il a plutôt bien géré son été. L'été a été compliqué pour lui aussi, hein, entre les problèmes du club et lui, ses problèmes de transfert. Est-ce que je pars, est-ce que je pars pas? Mais ça m'a l'air d'être un garçon qui sait ce qu'il veut et qui sait comment arriver au plus haut niveau. Donc le fait qu'il soit resté, je crois qu'il a refusé quelques offres de clubs. Everton, ouais, je pense Everton avait mis un gros paquet de pognon sur lui, mais je crois qu'il a préféré rester ici pour continuer à travailler, à s'aguerrir et à se bonifier encore plus. C'est rare de nos jours. Je pense qu'il avait la possibilité d'avoir un gros contrat là-bas.
il est resté ici. Tant mieux pour l'OL. Maintenant, il va falloir qu'il soit bon souvent, hein, parce qu'on va en avoir besoin. Parce que c'est vrai que c'est lui un peu le facteur X. Hein. Justement, est-ce que tu as compris les choix qui ont quand même été faits sur la fin du mercato de sacrifier Georges Mikotadze, du coup, pour à sa place sur le mercato d'été? Parce que du coup, comme il n'est pas parti, ça a poussé au départ quand même quelqu'un qui était apprécié. Certains supporters ont été un petit peu durs avec Malik, lui reproché sur les réseaux sociaux. On sait que ça a été dur les jours après justement le départ de Georges. Toi, est-ce que tu as compris ce choix entre les deux qu'il y avait à faire économiquement? De toute façon, il fallait faire rentrer de l'argent. C'était indiscutable, indéniable. Je pense que le club s'était engagé à faire des rentrées à une certaine hauteur de millions d'euros. Il fallait faire un départ important, un dernier. Et voilà, après, les gens, ils sont bien marrants de critiquer, mais on critique les joueurs quand ils partent. J'ai vu les critiques incendiaires qui s'est passé pour Barcola, pour Gusto, Lukeba, qui étaient 3 gamins du centre de formation qui sont partis. Ils se sont fait massacrer par les supporters. Ils disent ouais, c'est des mercenaires. Et là, il y a un mec qui veut rester et on le massacre aussi. Donc, ça me fait un peu rire, quoi, toi. Mikotadze, oui, il fallait qu'il y en ait un des deux qui parte. Hein. Il fallait, un des deux, un gros transfert. Il fallait un gros transfert. Il n'y avait que deux. Au final, il n'y avait que deux en valeur marchande. Oui, les deux valeurs marchandes de cette fin de mercato, c'était Fofana et Mikotadze. Voilà, Fofana, ils ont, je pense, très vite vu qu'il allait rester et qu'il fallait en vendre un. Mikotadze, il y a eu une offre intéressante. Voilà, ils l'ont vendu. Mais il a accepté. Hein, Mikotadze, il aurait très bien pu rester. Hein. Tu vois, donc on va pas dire il s'est sacrifié. Non, je pense que s'il avait voulu rester, Mikotadze, il serait resté. Simplement, c'est vrai. Comme Fofana. Fofana a décidé de rester, il est resté. Mikotadze aurait très bien pu dire. Il n'y a aucun des deux. Il n'y a aucun des deux qui a eu le couteau sous la gorge. Ça, c'est vrai que le club, là-dessus, ils ont été plutôt clairs. On respecte le choix des joueurs. Et c'est ce qui s'est passé. Mais après, je pense que le club aurait été dans la merde si aucun des deux n'était parti. Donc voilà, Mikotadze est parti. Écoute, bon vent à lui. Et puis on va le suivre là-bas. Et puis on va espérer qu'il marque des buts là-bas. Et on va espérer que un avant-centre en moins ne soit pas trop préjudiciable pour l'Olympique Lyonnais. On va passer à la compo probable, le 11 probable attendu, pardon. Donc justement, cette compo, on devrait potentiellement, à peu près sûrement avoir 2 joueurs qui vont faire leur début. Dominique Greif, le gardien. Ouais. Même si Rémi Descamps sort d'un excellent début de saison, on attendait un moment plus calme pour faire la jonction entre les gardiens. Ça devrait être ce match-là, a priori. Et Martin Satriano, justement, qui est arrivé, le seul neuf d'expérience dans l'effectif. J'ai mis dans cette compo Kluivert, parce que Moussa Niakhaté est revenu blessé de sélection. Donc, c'est un parti pris. On reviendra après sur le cas Kluivert. Et j'ai laissé aussi un autre parti pris, Abner, qui continue à gauche, du fait du retour tardif de Nicolas Tagliafico, qui jouait la nuit dernière en sélection. Là, on enregistre, du coup, on enregistre jeudi. Il jouait la nuit dernière, donc le temps qu'il revienne, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Pour moi, c'est toujours délicat de donner une compo de retour de trêve internationale, parce qu'on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Donc, je te demande, pour toi, est-ce que je suis bon sur ce 11-là? Alors, probablement. De toute façon, Niakhaté, en étant blessé, il n'y a pas 36 000 solutions derrière. Je pense que Kluivert a été pris justement pour pallier l'absence d'un central quand elle arrivera. Tagliafico, oui. Alors, est-ce qu'il a joué hier? Titulaire. Ouais, donc ça va peut-être être compliqué, mais je pense qu'il rentrera probablement le match d'après. Puis Abner fait un bon début de saison également, donc ça me paraît assez logique.
Maintenant, Satriano, il va bien falloir qu'il joue, c'est le seul, tu vois. Donc, et je pense que, alors maintenant, la grande mode, tu sais, que Guardiola a lancé, c'est de jouer sans attaquant. Tu vois, tu fais jouer un milieu devant. Est-ce que tu penses qu'il peut nous refaire le coup, Paulo Fonseca? Rappelons-le, c'était son dernier match de suspension complet. Après, il récupère le vestiaire à la mi-temps, avant le match et après le match. Ouais. Donc, est-ce que tu penses qu'il peut nous refaire le coup, Tolisso en pointe et Kalis Mera en dessous? Ou ça te paraît farfelu de le faire 2 fois de suite, quand même, ça? Ça me paraît. De toute façon, la fois dernière, il n'avait pas vraiment de choix parce que Satriano n'était pas là. Tu vois, donc, si je me rappelle bien. Donc ouais, il n'avait pas vraiment le choix. Maintenant, il a le choix. Alors peut-être que Satriano va débuter et qu'il fera rentrer un des jeunes derrière. Peut-être. Ou moi, je vois plutôt une compo un peu comme ça. Peut-être pas Grave dans les cages parce que Descamps a fait vraiment un très bon début de saison et pour moi, il mériterait de jouer. Mais bon, Grave a été pris pour jouer, pour être numéro 1. Ça me paraîtrait logique dans le recrutement par rapport à son recrutement. Par rapport au début de saison, Rémi Descamps ne mérite pas de sortir. Puisque c'est lui, en plus, tu l'as dit tout à l'heure, qui a la meilleure note depuis le début de saison. Donc, il mériterait de jouer. Mais bon, le poste de gardien est tellement particulier que c'est possible que Grave démarre. Mais pour moi, Descamps mériterait de jouer, mériterait de continuer. Justement, là, je m'adresse à l'ancien entraîneur des gardiens. Est-ce que c'est compliqué à gérer ça quand tu as un joueur qui est recruté pour être numéro 1 et la doublure qui vient de nulle part flambe à tous les matchs, fait des bons matchs, prend pas de but? Est-ce que c'est compliqué à gérer? Parce que normalement, on le sait, c'est vraiment le poste où la hiérarchie doit être claire. Ouais. Et là, elle n'est pas tant que ça, parce que Paulo Fonseca a dit que ça serait le numéro 1, Dominique Grave. Mais pas précisé, quoi. Ouais, alors je pense que la logique de recrutement veut que ce soit Grave qui soit numéro 1. Il a été pris pour ça. Le club l'a recruté. Bon, ils ont recruté Turner aussi, mais c'était différent. C'était pas pareil. C'était encore l'époque Textor. Et bon, on va pas parler de ça. Mais ouais, alors c'est plus compliqué de gérer quand tes deux gardiens, ils sont à la ramasse. Je te le dis tout de suite. Tu vois, là, Descamps a fait un très bon début de saison. Grave, moi, je ne connais pas du tout. Je ne l'ai jamais vu jouer, même avec Mallorca. Donc, je ne sais pas de quoi il est capable. Mais s'il a été recruté, c'est qu'il doit être capable de jouer. Donc, je pense qu'après une trêve internationale, oui, c'est sûrement le bon moment. Mais je maintiens que Descamps mériterait de jouer. Mais bon, après, voilà, je suis pas aux entraînements, je sais pas ce qui a été dit aux uns et aux autres. Donc, il est probable que Grave joue, mais c'est important de savoir aussi que Descamps peut rentrer à tout moment. Et ça a été moins le cas l'année dernière où c'était moins évident. Alors, en petite phrase de la semaine, j'ai aussi mis le discours de prévention de quelqu'un que tu connais bien, Coco Tolisso. Le début de saison est une belle histoire. On a réussi à faire 9 sur 9. Il faut qu'on continue à rester humble. On est arrivé nulle part. Mais si on reste pas humble, ça peut nous griller. Alors, je ne vais pas aller dans les poncifs, mais c'est un discours qui transpire l'expérience. Coco Tolisso, il est coach maintenant. Ah, t'as vu, ça transpire l'expérience. Ouais, hein. Oui, mais c'est parce que il a de l'expérience, comme tu dis, et puis il se rend bien compte que la saison risque d'être compliquée à un moment donné. À un moment donné, de toute façon, dans la saison, quelles que soient les équipes, y compris les top teams, tu vois, ils ont un creux. Il y a un creux. Donc, il faut vraiment faire en sorte que le creux il soit le plus court possible et qui te fasse perdre de points, le moins de points possible. Donc, Coco, qui est un mec intelligent, qui est un mec d'expérience, qui est un mec de la maison, il connaît, il sait la situation du club. Il voit bien aussi l'effectif, il voit bien que l'effectif peut être un petit peu juste.
Donc, il va falloir, engranger les points le plus vite possible. Et ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est beaucoup plus évident de faire 9 sur 9 et d'être serein plutôt que de faire 1 sur 9. Et puis déjà, en début de saison, avoir le trouillomètre à zéro. C'est ce qui s'est passé il y a 2 ans. C'est ça. Et si ce n'est pas l'Olympique Lyonnais qui a la possibilité de recruter à tout va au mercato d'hiver et que c'est un autre club, le club il chute en Ligue 2. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Parce que les investissements qui avaient été faits il y a 2 ans là, ont été colossaux quand même. C'est ce qui a mis le club encore plus dans le rouge. Hein. Juste par rapport à Coco, ça fait 15 mois qu'il est revenu au top, on peut le dire maintenant. Il sort d'une saison exceptionnelle. Il a très bien démarré cette saison. Est-ce que tu trouves normal qu'il soit encore là, à se reposer chez nous pendant 15 jours, alors qu'il y a les Bleus qui jouent moyennement bien, on peut le dire en plus, avec un milieu qui est loin d'être serein? Est-ce que... Ouais, alors, le match en Ukraine était... Enfin, contre l'Ukraine plutôt, puisque c'était en Pologne, était plutôt abouti, moi j'ai trouvé. Alors c'est vrai que contre l'Islande, c'était plus laborieux. Alors ouais, je pense que Coco, il pourrait être en équipe de France, parce qu'il a retrouvé un excellent niveau, un niveau que l'on n'attendait peut-être pas, parce qu'il a eu de gros pépins physiques au Bayern. La première année à l'OL a été plutôt compliquée aussi, parce qu'il a eu des pépins. Donc, tout ça pour dire qu'il pourrait être en équipe de France. Mais après, voilà, il y a des jeunes joueurs aussi en équipe de France. Hein. Il y a des Koné qui s'affirment, Olysée, Tchouaméni qui est quand même plutôt présent, Rabiot qui a fait une bonne saison l'année dernière avec Marseille. Donc, c'est toujours très subjectif, hein, les sélections. Hein. Il a quitté l'équipe de France, ça fait un petit bout de temps maintenant. Pour y remettre le pied, c'est plus compliqué, mais il mériterait. Ouais. Disons qu'il serait dans le groupe, ce serait normal. On va passer, je t'avais dit qu'on en parlerait après, plus précisément de Robben Kluivert, vu que j'ai fait un petit focus préliminaire sur lui. Alors, on voit temps de jeu pour l'instant à l'OL, 5 minutes. Donc, on l'a pas beaucoup vu. Hein. Nombre de matchs en pro, pareil, à 24 ans, c'est pas énorme. 64 matchs en pro. Un parcours quand même relativement anonyme. Utrecht, Dordrecht, je connaissais même pas ce club, j'ai découvert dans son CV. Et Casapia, où l'an dernier, où il a fait une bonne saison. Toi, est-ce que tu le connais? Est-ce qu'on t'en a parlé de Robben Kluivert? Non, très honnêtement, non. Alors, je suis un peu le football portugais. Parce que j'aime bien, parce qu'il y a vraiment des bons joueurs, des joueurs intéressants, mais j'ai pas vu trop Casapia. C'est pas une équipe que je suis beaucoup. Mais bon, voilà, il a été recruté. Je pense que j'espère que ça va être un recrutement à la Jake O'Brien, qui avait été une recrue complètement inattendue, complètement surprise et complètement, je vais dire, dans l'anonymat, quoi. Le mec est arrivé ici, il venait de Molenbeek, Crystal Palace, prêté à Molenbeek, bon, voilà, dans l'anonymat, qui a fait une superbe saison et qui est parti à Everton après. Donc j'espère que ça fera la même chose. Mais je le connais pas du tout. Hein. Voilà, donc on va le découvrir. Hein. Il faut lui laisser sa chance. Et puis on jugera. Voilà. Après, c'est un joueur encore jeune, 24 ans. Comme tu dis, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais il a quand même 64 matchs. Je ne sais pas ce qu'il a donné en Hollande. Je sais qu'il a pas mal joué à Casapia. Le football portugais est un football intéressant. Hein. Attention, hein, c'est pas facile. Il y a des bons joueurs. Hein. Il y a des très bons joueurs. C'est le meilleur joueur au duel du championnat portugais. Il avait remporté 100% de ses duels. Et d'ailleurs, à l'entraînement, on a de très bons échos, notamment sur sa vitesse. Ouais. On est très, très surpris. On ne le pensait pas aussi rapide. Donc là, pour le coup, il y a plutôt des bons échos. Mais on a bien compris que c'était une recrue data de la cellule par rapport à sa saison portugaise. Est-ce que tu as confiance, toi, en un recrutement data comme ce qui se fait beaucoup aujourd'hui ? Les fameuses data. Alors moi, je pense que la data,
les data, ou la data, peu importe, ça doit être une aide au recrutement. Mais ça ne doit pas être le mode de recrutement, simplement. Toi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire de la data. Il y a beaucoup de clubs qui ne se servent que de la data. Alors oui, il y a des bonnes surprises, mais oui, il y a des catastrophes aussi. Hein, parce qu'on parle souvent de ce que la data fait de bien, en recrutement, hein, je parle recrutement pur, hein, pur et dur, mais il y a aussi des joueurs qui sont recrutés sur des éléments de data qui ne percent pas, quoi, qui n'y arrivent pas. Donc, ça doit être, pour moi, ça doit être une aide au recrutement. Ça doit être une aide à la décision. Mais ça ne doit pas être l'élément, l'unique ou l'élément prépondérant à la décision de recrutement. On en vient au mercato tardif, parce qu'on peut le dire. Que je connais là. Parce que justement, on va parler d'été indien pour l'OL. Alors, on n'a pas eu la météo adéquate la semaine dernière, on va pas se mentir, encore que. Mais 3 mouvements post-limite quand même sur la semaine post-mercato, c'est assez rare. Ouais. Donc, il y en a un que tu connais, on en parlera un petit peu plus tard en longueur. C'est Rachid Ghezal qui a fait son retour et qui était libre, 33 ans, qui sortait d'une saison mitigée en Turquie. Et on a aussi 2 départs en parallèle. Mathieu Patouillet, qui on présentait comme le successeur d'Anthony Lopez, qui était très attendu, et qui file en Arabie Saoudite en doublure du Marocain Bounou. Et le départ de Mahamadou Diawara, bon là c'est moins surprenant parce qu'il n'entrait pas spécialement dans les plans de Paulo Fonseca, qui file en prêt avec option d'achat à Antwerp. Alors déjà, est-ce que tu es surpris du retour de Rachon, que personne n'a vu venir et que l'OL a négocié en 24 heures? Parce que là, personne l'a vu venir. Ouais, c'est la surprise du chef. Ouais, alors je suis surpris, bah oui, comme tout le monde, parce que Rachon, ouais, on savait qu'il était en Turquie, je savais même pas qu'il était à Rizespor, c'est ça? Je pensais qu'il était encore à Beşiktaş, tu vois. Alors il a fait des bonnes choses en Turquie quand même, il a été champion avec Beşiktaş. Hein, et meilleur joueur de Beşiktaş une année aussi. Et je crois qu'il avait même marqué le penalty du titre, tu vois. Ouais. Donc voilà, oui, c'est un garçon que je connais bien, puisque j'ai eu entraînement comme Coco. C'est les 2 seuls hein, maintenant, je pense, qui sont encore là, enfin, qui reviennent, toi. Alors, surpris, oui, maintenant, voilà, il va apporter, de toute façon, un joueur supplémentaire, parce que vraiment, il y en avait besoin devant. Et puis, il va apporter aussi sa connaissance du haut niveau, sa connaissance de l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est toujours très intéressant. J'espère que ça fera un retour à la Lacazette, à la Tolisso, tu vois, un retour avec succès. Voilà, en tout cas, voilà, je suis content de revoir Sabouille. C'est un gamin qu'on a eu très longtemps, nous, donc à l'académie, qu'on a vu grandir, qu'on a vu évoluer, et voilà, qui est très attachant. C'est un gamin, enfin c'est un garçon très très sympa, et il a fait une petite carrière sympathique aussi. Hein. Il a fait on reviendra dessus après sur la carrière, sur le site. Ouais, alors il est parti je pense qu'il n'a pas fait un super choix de départ quand il est parti de l'OL, mais bon, après ça fait partie de la carrière. Il y a des fois on fait des bons choix, des fois on fait des mauvais choix, on est bien conseillé, on est mal conseillé. Voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience. Mais bon, j'attends vraiment de voir ce qu'il va donner. Ouais, ça va être intéressant. Alors, avant qu'on en reparle plus en longueur, je voulais revenir dans le sens des départs. Tu en entendais sans doute déjà parler à l'OL quand il était au centre, parce que comme tu es parti en 2009, il était déjà plus ou moins dans les radars, on savait qu'il arrivait. Est-ce que c'est triste pour toi de voir le départ de Patouillet et le choix de l'Arabie Saoudite à 21 ans? Alors, triste, oui, parce que je pense que c'est un gamin qui aurait, pour moi, d'après les échos que j'ai eus, pour moi, devait prendre la suite, quoi. Alors, peut-être pas maintenant, parce que il peut être considéré comme étant un petit peu jeune, un peu tendre, pas d'expérience du haut niveau, parce qu'il a joué en national à Sochaux. Bon, il a fait deux bonnes saisons, surtout la première d'ailleurs, où il a été très très bon.
Alors, qui partent, oui, moi ça me surprend. Qui partent à Al Hilal, plus rien ne me surprend vraiment, hein. Je sais que l'Arabie Saoudite maintenant est friand de jeunes joueurs à potentiel. Après, il y a une donnée économique que nous, on ne connaît pas vraiment. Tu sais, c'est toujours simple de dire, mais qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Qu'est-ce qu'il va foutre à Al Hilal? En plus, il ne va même pas jouer. Il va être... Ouais, mais bon, si on te propose un contrat en béton armé, tu sais très bien que tu as 21 ans, que tu peux revenir dans quelques années également, que tu peux avoir peut-être la chance de jouer quelques matchs aussi. Je sais pas. Tu sais, pour vraiment comprendre les choses, il faut être vraiment au cœur du transfert. Et puis, il faut vraiment vivre les choses ou avoir vécu les choses pour les comprendre. Et c'est un choix. Tu sais, il y a d'autres joueurs, je pense à Zézé là, de Nantes, qui est parti aussi là-bas à 19 ans, je crois. Bon, tu vois. Mais quand on te propose un paquet de pognon, putain, que tu as 19 ans et tu te dis, putain, je vais me faire, je sais pas, 10 millions d'euros, 15 millions d'euros net par an, et que ton club, il te propose 30 000, 30 000 par mois. Tu vois, est-ce que tu auras dans ta vie une autre opportunité de te mettre à l'abri? J'en sais rien. Tu vois, c'est toujours très délicat. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'essayer de se mettre à l'abri financièrement. Je pense que ça t'a pas échappé. L'OL n'a pas communiqué sur la fin de son mercato dans le sens des arrivées, avec la possibilité encore d'aller chercher des joueurs libres ou des jokers. Pour toi, est-ce que c'est fini déjà? Et sinon, quelle priorité tu vois pour ce dernier coup? Est-ce que ça serait un défenseur polyvalent? Est-ce que ça serait un neuf? Parce que c'est les deux postes dont on parle beaucoup. Peut-être même les deux, hein, c'est jamais. Alors, je pense qu'ils ont pris un joueur libre, Rachid. Donc ça, ils ont encore. Je ne sais pas s'ils ont le droit encore de prendre un autre joueur libre. Tu peux en prendre autant que tu veux des joueurs libres. Je sais qu'ils ont droit à un joker. Ça, c'est clair. Tu peux en prendre autant que tu veux des joueurs libres. Tu peux en prendre autant que tu veux. Bah ouais, mais alors les joueurs libres, maintenant, c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc, moi, je penserais plutôt à un joueur offensif, hein, plutôt un attaquant, hein, parce que avec l'accumulation des matchs, l'Europa League, le championnat, l'interrogation quand même de Satriano, qui, moi, quand je l'avais vu jouer à Brest, il m'avait plu parce que c'est un Uruguayen, il est généreux, il fait beaucoup d'efforts, mais c'est pas un vrai buteur, hein. Tu regardes les statistiques, c'est pas un vrai buteur. Et puis, il sort d'une année blanche, hein, avec Lens. Il a très peu joué l'année dernière, très très peu joué. Donc, je pense que pour moi, l'urgence, ce serait de prendre un véritable attaquant. Mais les véritables attaquants, c'est cher. Hein. Il reste quand même quelques noms. Il reste notamment Vincent Aboubakar, qui est encore sur le marché, qui est encore libre. Ouais. Mais il y en a très peu. L'avantage, c'est qu'il connaîtrait Rachid, lui. Pour le coup, c'était la doublette gagnante de Beşiktaş, donc on peut refaire les deux. Mais... Ouais, mais oui. Tu peux tenter des coups, mais tu tentes des coups. Toi, pour prendre un joueur libre, oui, si tu veux acheter un joueur maintenant, acheter un attaquant, ça coûte vraiment cher, quoi. Vraiment cher. Hein. Tu vois, je dirais à moins de 10, 15 millions d'euros, tu n'as plus un bon attaquant maintenant. Tu n'as plus un bon attaquant. Et est-ce que le club peut... j'ai vu sur la fin du mercato, ils avaient essayé aussi celui d'Auxerre, Sinayoko. Ouais. Mais c'était entre 10 et 15. Voilà. Et l'OL, est-ce que l'OL peut se permettre... Ils peuvent même pas 8. Ils peuvent même pas 8. Donc, c'est compliqué. Donc, toi, tu auras forcément un joueur, un pari, quoi. Tu auras un pari, soit un joueur qui n'a pas trouvé de club, qui a 33 ans, comme Rachid. Et encore, Rachid est revenu parce que c'était l'OL, hein, toi. Et l'OL a pris Rachid parce que c'était Rachid, parce qu'il le connaissait. Mais tu n'as pas de certitude sur ces profils-là.
Tu vois, et à 7-8 millions, tu peux faire qu'un jeune joueur, un pari. C'est compliqué. C'est compliqué. On passe à Rachid, plus en profondeur. Là, j'ai Ouais. mis plus de stats. J'ai mis aussi un petit diagramme sympa comparatif avec un autre joueur, un joueur de Paris en plus, d'ailleurs avec des caractéristiques similaires. Mais j'aimerais qu'on revienne plus en profondeur sur ce retour de Rachid Ghezal. Bon, on l'a dit, 13 ans au club entre 2004 et 2017 quand même. Ça pose un homme. 33 ans aujourd'hui, de retour après une année mitigée. J'ai mis ses stats, voilà, elles sont pas extraordinaires l'an dernier, mais qui a su faire quand même une belle carrière. Alors la question est tout simplement dans le titre. Est-ce que c'est un bon plan pour cet OL-là à tes yeux? Alors, on verra si c'est un bon plan, mais c'est pas un mauvais plan. Déjà. Tu sais que quand tu vas recruter, alors un Turner, c'est pas un bon plan, toi. C'est un mauvais plan. C'est un mauvais plan. Il te coûte 8 millions. Il était troisième gardien à Nottingham Forest. Tu sais que c'est pas un bon plan. C'est un mauvais plan. Tu le sais, toi. Il va te coûter cher. Mais bon, Rachid, déjà, il n'y a pas de transfert. Il est libre. Je ne connais pas la nature de son contrat, mais je ne pense pas que ce soit un contrat qui va déséquilibrer le budget de l'OL. Miniature. Pour le coup, il revient vraiment pour l'amour du club. En termes de salaire, il n'est pas parmi les gros revenus de l'effectif, loin de là. Oui, ben voilà, donc c'est forcément un joueur supplémentaire. C'est un joueur qui va t'apporter quelque chose sur le côté. Il y en a besoin aussi avec la blessure de Nuama, toi, qui lui va bientôt revenir, mais on ne sait pas dans quel état non plus. Enfin, bientôt, je ne sais pas, 2-3 mois peut-être après ses croisés. Enfin, on ne sait pas exactement, mais voilà, donc il va mettre du temps aussi à revenir. Donc il y avait besoin d'un joueur un petit peu d'expérience et lui aussi, il connaît la boutique, il connaît la région, il n'y aura pas de problème d'adaptation, même s'il est parti il y a un petit bout de temps, mais voilà, il parle français, il connaît tout le monde au club, tout le monde connaît aussi Rachid. Bon, voilà. Ça peut être un bon plan, ouais. C'est pas un mauvais plan. Déjà, c'est déjà pas mal. Maintenant, s'il arrive à se remettre, à se mettre à niveau physiquement, je ne sais pas dans quel état il est. Ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant. Il va apporter de l'expérience, il va apporter de la bonne humeur parce que c'est un bon gamin, même s'il a 33 ans. Mais pour moi, ça reste un gamin. Et puis voilà. Donc oui, ça peut être un bon plan. Ça peut être un plan. Alors, je ne pense pas qu'il va marquer 15 buts et faire 15 passes. Mais s'il peut avoir du temps de jeu un petit peu sur les côtés, marquer quelques buts, faire des passes, ça peut être intéressant. Justement, on a mis un petit diagramme de notre ami Alexis de Datascout, qui, on le redira jamais assez, allez voir son site, c'est une mine d'or. Il y a plein de, on peut comparer tous les joueurs et ce comparatif avec Kang In Lee au PSG est intéressant parce qu'on voit qu'il est pas lourd. Il n'est pas lourdé face à Kang In Lee en termes de stats, loin de là. Ouais. Et au-delà de ça, j'ai pas mis ses stats physiques de l'an dernier, mais ça peut être surprenant pour un joueur de 33 ans, mais il était parmi les meilleurs du championnat turc sur toutes les stats physiques. Il était au niveau des diagrammes quasiment au plus élevé. Alors on sait, il vient en joueur de complément aujourd'hui pour amorcer en plus sa reconversion parce qu'il a commencé une école de management du sport. Voilà, il est déjà dans l'après. Mais est-ce qu'il peut être plus que ce joueur de complément? Est-ce que ça peut devenir un cadre de cette équipe? Toi qui le connais dans l'attitude, en tout cas, on l'a vu, il est arrivé, il est très affûté, il a bossé pendant ses vacances et ça se voit. Alors Rachid n'a jamais été grassouillet quand même. Hein. Ça, c'est sûr. Ça a toujours été un modèle fin, on va dire. Tu vois, ça a toujours été dire que la musculation, soit il en a pas fait beaucoup, ou soit ça marche pas sur lui. Hein, tu vois, mais non, mais par contre, il avait toujours des grosses stats athlétiques. Il avait toujours des bonnes stats, au contraire d'un Alex Lacazette qui, lui, avait pas des grosses stats athlétiques, qui aimait pas courir, c'était pas un gros moteur. Hein. Rachid, c'était un gros moteur. Hein. C'était un garçon qui courait beaucoup.
qui courait vraiment beaucoup. Donc ça me surprend pas. Donc le fait qu'il n'ait pas pris de poids, ça me surprend pas non plus. J'espère qu'il va apporter son pied gauche à l'efficacité lyonnaise. Ouais, mais ouais, ça me surprend pas. Voilà. Après, s'il arrive à faire des bouts de match ou des matchs comme notre ami du PSG, là, Lee Kang-in, ça peut être intéressant parce qu'il aura fait quand même quelques bons petits matchs, Lee Kang-in. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon. Ouais, c'est pas... En tout cas, est-ce que pour toi, on peut le voir dès ce week-end ou ça te paraît quand même compliqué? Là, le dernier match qu'il a joué, c'est 31 mai dernier. Voilà. Ça me paraît compliqué. Mais pourquoi pas sur le banc? Pourquoi pas sur le banc déjà pour s'imprégner. Ouais, et puis pour apporter un peu d'expérience, pour parler un petit peu au groupe, pour essayer de lui faire tenir le rôle euh, euh, qui va être le sien cette année, c'est un peu de grand frère. Tu vois, donc ça peut aussi apporter un plus de le mettre dans le groupe et puis après de le faire bosser aussi la semaine. Voilà, mais oui, je pense qu'il peut être. Alors, dans le 11, non, je pense pas. On est d'accord, je pense. Je pense pas. Ce serait pas très judicieux, y compris pour lui, de le mettre directement dans le 11, mais le mettre sur le banc de touche. Maintenant, on a la possibilité d'être, je sais pas, à combien sur le banc de touche. Il dépasse les 20 maintenant. Ils sont 8, 9 sur le banc, ou 10. Bon, tu vois, il peut y avoir une place pour lui, ouais. Il peut y avoir une place pour lui, et puis peut-être un petit bout de match. On va voir. Mais en tout cas, oui, il va falloir qu'il retrouve le rythme de la compétition. Même s'il est affûté à 33 ans, c'est pas toujours aussi évident de retrouver du rythme. Hein. Avant de passer à ton interview sur le grill qui va te concerner toi, on va vite faire un topo sur le calendrier. Donc on a parlé de ce mois 6 matchs. Alors il y a le déplacement à Rennes ce dimanche. Ensuite, ça sera vendredi suivant à Angers à 20h45 pour l'ouverture de la 5e journée. Déplacement Utrecht aux Pays-Bas pour ouvrir la Ligue Europa. Ouais. Ensuite, Lille au milieu. Lille à 17h15 le dimanche au milieu, entre Européens qui auront joué à peu près en même temps le premier jour. Et Salzbourg pour la grosse réception, c'est Salzbourg en Coupe d'Europe. Pour finir, sur Toulouse le dimanche à 15h. Alors pour toi, une série réussie quand tu vois ça, c'est quoi? C'est tout gagné. Non, c'est prendre des points. Prendre des points, je pense déjà il faut gagner à domicile. Tu as 2 matchs à domicile. Alors, je parle en championnat. Hein. Tu as 2 matchs à domicile. Total, 3 et 3, mais 2 matchs à domicile en championnat. Ouais. 2 matchs à domicile qui sont vraiment abordables. Tu vois, Angers et Toulouse qui sont même si Toulouse a fait 2 sur 3 et le troisième match, ils l'ont perdu contre le PSG. Voilà. Et on sait que contre le PSG, quand ils se mettent en route, quand ils sont en réussite comme ça a été le cas à Toulouse, voilà, tu fermes ta gueule, tu fais une prière et puis tu espères qu'il ne cadre pas une frappe, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Angers, ça doit être gagné. Toulouse aussi, je pense. Toi. Après, tu as des matchs, tu as quand même Rennes, c'est pas simple. Rennes, c'est pas facile, toi. Utrecht, c'est des Hollandais. Les Hollandais, c'est jamais simple à jouer, surtout là-bas. C'est pas facile. Lille, voilà, hein, on sait que Lille, gros match. C'est une équipe qui fait un bon début de saison également. Salzbourg, c'est Red Bull, hein, donc ils ont toujours des bons joueurs. C'est compliqué. Voilà, donc moi je verrais bien 2 victoires en championnat. Rennes, si tu peux tirer un nul à Rennes, c'est très bien. Lille, ça va être compliqué. Je pense que Lille est supérieure à l'OL pour le moment. Et la Coupe d'Europe, même si sur le papier, les matchs de l'OL ont l'air plutôt abordables,
c'est la Coupe d'Europe, quoi. Hein. Et puis l'OL n'a pas un effectif démentiel aussi pour pouvoir jouer sur les deux tableaux. Et le problème de la Ligue Europa, c'est que tu joues le jeudi. En Champions League, tu peux jouer le mardi, tu peux jouer le mercredi, tu vois, c'est un peu différent. T'as plus de temps. Tu as plus de temps, mais là, tu joues jeudi, dimanche, jeudi, dimanche. Tu vois, tu sors à Utrecht, tu vas à Lille derrière. Bon, toi, c'est plus compliqué, quoi. Donc, la Coupe d'Europe, bah, ouais, il va falloir être aussi performant que l'année dernière. Mais bon, l'effectif de Lyon est un peu, pour moi, est un peu short, tu vois, un peu short. Donc, c'est pour ça qu'on fera vraiment un premier bilan à la fin de ce bloc-là. Et je pense que le vrai test, ça va être Utrecht, Lille et Salzbourg, pour moi. Ça va être les 3 gros matchs, ouais. On en vient à ton interview, l'interview sur le grill, où je vais te poser des questions un peu plus sur toi. Donc, on le disait en préambule, tu as connu les 2 clubs qui s'affrontent ce week-end, l'OL et le Stade Rennais. Comme je te l'avais dit quand on a échangé par téléphone, je me souvenais pas de ton passage à Rennes, où tu as quand même plus marqué au fer rouge l'OL que Rennes, hein, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce que tu gardes quand même de cette année rennaise Bon, tu sais, ça fait partie de l'expérience. Hein. Tu sais, elle n'a pas été très folichonne pour moi, il faut être honnête. Je suis arrivé dans des conditions un peu bizarres, c'est-à-dire que le club venait de monter en Ligue 1. Moi, j'arrivais de Marseille. Je venais de faire une année où je n'avais pas joué à Marseille puisque j'étais remplaçant de Barthès. Donc, c'est toujours difficile de passer une année sans jouer, même gardien de but, hein, où tu as besoin de repères. J'ai été bien accueilli à Rennes quasiment par tout le monde, sauf par une personne qui était le gardien remplaçant, qui était Pascal Rousseau, qui m'a fait la misère, tu vois, mais indirectement, toi, sournoisement. Donc, si tu veux, voilà, j'ai jamais eu vraiment le sentiment d'être accepté, pas par le groupe, hein, pas par le groupe, parce que j'ai rencontré des super mecs là-bas, vraiment, c'était bien, mais par l'entourage, tu vois. Voilà, j'ai pas eu, si tu veux, ça m'a pas facilité aussi la tâche d'arriver avec Rousseau comme remplaçant qui m'a savonné la planche. Parce que c'était un local, je me rappelle plus de Rousseau. Non, mais il était là depuis 3-4 ans, il avait fait la montée, tu vois, voilà, donc voilà, après, si tu veux, moi, ça m'a permis aussi, après, j'avais signé 2 ans, je suis resté 1 an, ça m'a permis après de pouvoir rebondir, de partir en Écosse. Donc, si tu veux, il y a toujours des moments difficiles dans la vie où il faut tirer du positif. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. J'ai continué à travailler malgré tout. C'était compliqué. Mais bon, voilà, après, ça m'a aussi endurci pour le reste. Et puis, ça m'a permis de pouvoir rebondir après en Écosse où j'ai vécu 6 ans extraordinaires. Donc, voilà, après, j'ai toujours quelques potes qui sont là-bas. Voilà, non, j'ai vécu une année qui sportivement était compliqué. Humainement, c'était compliqué avec Pascal Rousseau. Le club m'a pas toujours soutenu non plus, mais les joueurs ont toujours été vraiment bien avec moi. Non, j'ai pas été très performant, mais j'ai pas été non plus catastrophique. Hein. Mais j'ai pas apporté ce que j'aurais pu ou dû apporter. C'est clair et net. Ouais, c'est clair et net. Après, voilà, ça fait partie des expériences de la carrière. Je passe tout de suite à ton après-carrière. On ne sait pas forcément, mais tu as été un peu agent après tes études post-carrière. Ah ouais. Tu peux nous raconter cette période de ta vie avant ton retour à l'OL en 2004 ? Parce que ça fait quoi, 2-3 ans Alors en fait, quand je suis arrivé en fin de carrière en Écosse, à Hearts, je suis arrivé. Alors j'ai chopé un virus là-bas aux bronches qui s'appelle un adénovirus, qui était, je pense, un dérivé du coronavirus, sur les bronches, problèmes respiratoires, où j'ai chopé ça et j'ai été
j'étais vraiment à la ramasse, quoi. J'étais vraiment à la ramasse, j'arrivais plus à respirer, j'ai cru que j'allais mourir, hein. Donc j'ai fait des examens là-bas, ils m'ont dit adénovirus, je suis rentré en France faire des examens également adénovirus. Donc ils m'ont dit ça, c'est un virus qui arrive sur les bronches et qui arrive et qui repart seul, quoi. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de traitement et ça peut prendre entre 1 et 8 mois. Bon, ben moi, ça m'a pris 8 mois. Donc, autant dire que quand tu arrives à 38 ans, en fin de contrat, que ça fait 8 mois que tu n'as pas joué, ben tu as eu le temps de pouvoir envisager la suite, toi. Donc, il se trouve que à la fin de ma carrière, ben, j'ai eu l'opportunité de reprendre mes études. J'avais envie, toi, j'ai eu un manque, toi, j'ai toujours eu un petit manque, toi, j'ai arrêté mes études assez tôt pour faire du foot, je suis pas allé jusqu'au bac, mais voilà, donc je me suis dit, j'ai cette opportunité-là de reprendre mes études et j'ai fait un master en marketing et management du sport professionnel. Et dans ce master, il fallait avoir un stage dans le monde du sport professionnel. Donc, il y a Frédéric Dobrage qui était mon agent, qui est mon ami, qui était mon agent aussi à l'époque. Il m'a proposé de me prendre en stage et de m'occuper du marché britannique de sa société. Comme je parlais l'anglais, comme j'avais un réseau là-bas. Voilà. Donc, pendant 2 ans, j'ai dépanné Fredo sur le marché britannique dans le cadre de mes études, de mon DESS, quoi, de mon master. Alors, c'était un métier qui était super intéressant. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Mais c'est un métier où il faut savoir naviguer en eau trouble. Et ça, c'est pas trop mon truc, quoi, tu vois. C'est pas trop mon truc. Voilà. Donc, si tu veux, à la fin de mon master, j'ai arrêté et j'ai eu l'opportunité à ce moment-là de rentrer au centre de formation pour m'occuper des gardiens de but quand Rémi était en charge, enfin était revenu au club et était en charge de recruter pour le centre de formation et après prendre la direction. Mais voilà, donc au début, je suis arrivé et j'étais avec Alain Olliot comme directeur de centre de formation. Et là, j'ai vraiment appris mon métier d'entraîneur avec des éducateurs extraordinaires. Les Robert Valette, les Patrick Payot, Armand Garrido, Gérard Bonneau, Alain Olliot, enfin, tous ces mecs-là. Hein, enfin, c'était Abdel Bellarbi, enfin vraiment des mecs, Guillaume Thora, vraiment des mecs extraordinaires, hein, Gérard Bonneau, tout ça, enfin vraiment une belle équipe, vraiment une belle équipe. Et des mecs extraordinaires, des mecs estampillés Olympique Lyonnais qui ont été un peu comme moi, mis dehors. On va en parler. Parce que j'allais dire, l'aventure, elle a quand même duré 15 ans. Tu as occupé beaucoup de postes. Tu étais entraîneur des gardiens du centre, mais après, tu as été aussi entraîneur adjoint ou co-entraîneur de l'équipe jusqu'à la CFA quand même. On sait que l'aventure, elle ne s'est pas bien finie. Elle s'est pas bien finie. Est-ce que tu as désormais digéré ton départ en 2019 pendant ce qu'on va appeler la purge juillaise? Il faut appeler un chat un chat. Alors, je voudrais quand même remettre un peu les points sur les i. À l'époque, c'était pas la purge villiers. Hein. À l'époque, c'était pas considéré comme la purge villiers. Hein. Parce que nous, on pressentait. Nous, on savait que c'était une purge. Toi, mais on l'avait signalé quand même. On avait dit attention, au centre de formation, on travaille moins bien. On a de moins en moins d'exigences, on a de moins en moins d'entraînement pour les gamins et on file un mauvais coton. On l'avait dit, mais à l'époque, on l'avait dit à Vincent Ponceau, Gérard Houillet, mais à l'époque, nous, on était considérés comme des vieux cons, hein. Comme des vieux cons qui étaient réfractaires au changement, qui étaient réfractaires aux nouvelles technologies, mais enfin, aux nouvelles méthodes. Toi, mais moi, je pense pas je pense pas. Enfin, oui, que
supprimer une séance ou diminuer de moitié une séance d'entraînement quand on a déjà supprimé une dans la semaine et que tu en diminues encore une pour faire 45 minutes, 1 heure de yoga, tu vois, ça... Ouais, je sais ça. Non, mais tu vois, moi, j'ai rien contre le yoga. Je pense que ça peut être très complémentaire, ça peut être très bien. C'est très bien de le faire découvrir, mais ça ne doit pas prendre de la place sur les entraînements de football. Tu vois, moi, les gamins, ils faisaient du yoga, mais ils n'en avaient rien à foutre, quoi. Ils pleuraient, les mecs. Ils nous disaient, mais Gilles, pourquoi on fait du yoga? J'ai dit, mais c'est bien. Alors nous, on était obligés d'aller dans le sens de la direction, quoi. Mais ça vous fait du bien, ça va vous apporter. Alors que les mecs, ils n'avaient qu'une seule envie, c'est d'être sur le terrain et de jouer au foot, quoi. Toi, donc, si tu veux. Et nous, on était traités de vieux cons, quoi. On a été traités de vieux cons, on a été virés comme des vieux cons. Et tout ça pour s'apercevoir quelques années après que on n'était pas si loin de la vérité que ça et que les vieux cons, à un moment donné, ceux qui ont de l'expérience, il faut les écouter. Il faut prendre en considération leur avis. Tu vois, comme séparer, si tu veux, le centre de formation des pros, c'était une erreur, une grossière erreur, toi, que nous, on a souligné dès le départ. Mais non, mes yeux dessinent, il y a 3 kilomètres, il y aura des passerelles. Il n'y a jamais eu de passerelle, en fait, toi. Donc voilà, quoi. Et voilà, nous, on faisait du foot, il y en a, ils faisaient de la politique. Toi, voilà. Justement, là, tu as glissé sur une question que j'avais après, donc je vais te la poser. Le retour du centre de formation centralisé à Dessines, qui est un objectif dans 3 ans du club, je présume que pour toi, c'est une bonne nouvelle, parce que là, on revient vraiment à ce que vous disiez, en fait. Oui, on revient, mais tu as perdu 10 piges. Hein. Mais tu as perdu 10 ans. Tu as foutu en l'air 10 ans de centre de formation. Parce que là alors, je ne sais pas si, je sais dans quel état il est, le centre de formation. Il y a tout à refaire. Tout a été, j'ai pas envie de dire massacré, mais tout a été, tout s'est effiloché au fur et à mesure, quoi, toi. Il y a eu ce fameux audit de Gérard Rouillet qui a fait beaucoup de mal. Il était à charge pour certains et à décharge pour d'autres, à crédit pour d'autres, toi. Voilà, donc, et on a perdu beaucoup de temps. Et tout ce qui a été construit pendant des années, de José Brossard à Stéphane Roche, en passant par Alain Olliot, Georges Prost, tous ces mecs-là, Rémi, tout ça, voilà, ça a été détruit. Donc maintenant, oui, c'est une bonne chose, mais que de temps perdu, quoi. Que de temps perdu et que de savoir-faire foutu en l'air, quoi. Justement, et quel regard tu portes sur le centre d'aujourd'hui et son travail? Là, on est revenu depuis 2023 à quelque chose de plus conforme à ce qui était l'idée directrice que vous poussiez, vous, pour le coup? Sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas trop de contacts. Pour te dire, j'ai pas de contact, quoi. Le seul avec qui j'ai des contacts, c'est Pierrot Chavondier, tu vois, que j'ai au téléphone de temps en temps. Mais je pense qu'on a perdu beaucoup de choses. Tu vois. On a perdu beaucoup le fil, beaucoup d'exigences. Il y a plus vraiment d'exigence. Il n'y a plus beaucoup de discipline. Je trouve que tout est parti en vrille, quoi. Tout est parti. Et pour remettre ça en place, c'est très, très difficile. Très, très difficile. Justement, cette année, par obligation, on pourra revenir un peu à 2012-2013 avec la relance des jeunes. Par obligation, on va le redire, hein, parce que l'effectif est court, il y aura plus de jeunes. Est-ce que tu vois ça quand même d'un bon œil? Tu te dis que il reste encore du talent qui peut il faut que les jeunes soient prêts. Hein. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut que les jeunes soient prêts. Hein.
Quand il y a eu vraiment besoin des jeunes du centre de formation, les jeunes du centre de formation étaient prêts. Hein. On en revient à la génération Lacazette, Guézal, justement. Grenier, Guézal, Ferry, Umtiti, j'en oublie d'autres, hein, Fekir, tous ces mecs-là, ils étaient prêts. Pourquoi ils étaient prêts? Parce qu'ils avaient fait 2-3 saisons en CFA et ils s'étaient frottés au football adulte et les mecs, ils étaient prêts. Est-ce que les gamins, ils sont prêts maintenant? Je ne sais pas. Écoute, on verra ça. Ça va être une bonne opportunité pour eux de montrer leur talent. Là, on voit, il y a le petit Mera, c'est ça, qui pointe le bout de son nez. C'est très bien. Mais après, il faut voir ce que les autres ils vont donner, notamment les attaquants, parce qu'ils vont être attendus là. Hein. Toi, les jeunes attaquants. Alors, donc, on verra. C'est très bien. Ils vont avoir l'opportunité de jouer. Donc, tant mieux pour eux. Maintenant, à eux de montrer des choses intéressantes. Mais c'est une opportunité pour eux. Oui, ça c'est clair. Alors, en faisant quelques recherches, j'en viens à toi là. En faisant quelques recherches, j'ai vu que tu avais failli changer de vie après le Covid. Qu'est-ce qui a fait que tu as renoncé à ton départ aux États-Unis? Alors, les États-Unis, il faut savoir que c'est très compliqué pour aller vivre aux États-Unis. Il y a des questions de visa, des questions. Non, j'ai failli partir plutôt au Portugal. Tu vois, il y a quelques temps pour vivre autre chose, vivre différemment. Mais ça ne s'est pas fait tout simplement parce qu'on avait mis notre maison en vente et notre maison ne s'est pas vendue. Voilà, et du coup, donc on est resté. Mon épouse s'est réorganisée au niveau de son travail. Elle est avocate, donc voilà. Donc pour le moment, c'est encore dans un coin de notre tête, mais c'est plus d'actualité maintenant précise, quoi. Mais c'est toujours dans un coin de notre tête. Tu sais, moi j'ai vécu l'expatriation. Hein. J'ai vécu l'expatriation en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. J'ai vécu en 6 ans en Écosse. J'ai vécu en Chine, toi, donc. En Chine pendant le Covid, il faut préciser. Ouais, alors c'était particulier. Alors j'ai vécu avant le Covid et pendant le Covid, donc c'était particulier. Mais c'est des aventures extraordinaires. C'est je dire, si vous avez l'opportunité de vous expatrier, faites-le parce que bon, il faut le faire dans de bonnes conditions, hein, mais faites-le parce que c'est toujours très très intéressant. C'est toujours très intéressant parce qu'on découvre beaucoup de choses. On découvre surtout sur soi-même. Tu vois, l'adaptabilité, là, c'est quelque chose de très important. Et voilà, donc il faut être prêt à découvrir, il faut s'ouvrir aux autres, il faut s'adapter, il faut comprendre les autres, il faut pas avoir peur, tu vois. Et j'encourage tout le monde à vivre une expatriation. Pour finir, on t'a vu l'an passé adjoint de la sélection du Luxembourg. Ouais, alors, adjoint entre guillemets, hein. C'était juste des piges, hein. C'était pour dépanner. J'ai mis la photo, j'ai une photo quand même où tu es au Luxembourg là. Oui, mais j'ai juste dépanné sur certains matchs parce que Luc Holtz, qui est un copain, avait besoin d'un entraîneur en plus, quoi. Voilà, donc j'avais pas de contrat du tout. Je suis allé là-bas pour le plaisir parce que déjà pour dépanner Luc et puis après pour rester aussi dans le processus, tu vois, d'entraînement, d'être dans un groupe. Et je me suis régalé, franchement, je me suis régalé. Parce que j'ai été super bien accueilli. On a fait des matchs internationaux. C'était vraiment sympa. Mais bon, Luc est parti, là. Il a démissionné au mois d'août. Donc voilà, ça s'est arrêté aussi naturellement que ça a commencé. Mais j'en garde une super expérience et vraiment, c'était très, très sympa. Très, très sympa et très enrichissant également. Tu découvres d'autres personnes, d'autres mentalités. Tu fais des matchs internationaux, donc c'est vraiment du haut niveau. Donc, ouais, c'était très intéressant. Et justement, tu en es où désormais à titre personnel? Est-ce que tu… Là, je suis en train de finaliser un projet d'académie. Ah. Voilà, je suis en train de finaliser ça.
On va débuter en août 2026, mais j'en parlerai peut-être plus longuement quand tout sera tout ficelé. C'est ficelé, mais c'est pas encore complètement signé, complètement prêt. Voilà. Mais oui, c'est un projet qui me tient à cœur. Je bosse dessus depuis 6-8 mois maintenant. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant. C'est toujours la transmission, tu sais, c'est toujours intéressant de transmettre ce que tu as emmagasiné pendant toutes ces années, de joueurs, d'entraîneurs, de chômeurs, tu vois. Donc c'est toujours intéressant. Ouais. Toujours transmettre et de créer des choses. En tout cas, je te remercie. Tu as mon numéro pour prévenir quand tu fais ça. Ouais. Quand tout sera ficelé, je te préviens. Ouais. On fera une émission sur ça. Je te remercie pour cette émission. Avec plaisir. Merci à tout le monde. Je te remercie à toi d'avoir retrouvé que j'avais joué un an à Rennes. Je t'avoue que c'était pas le premier à qui j'avais pensé quand j'ai eu les deux clubs. Je te l'ai dit hier. J'avais vraiment pas tiqué. En tout cas, toi, tu peux toujours créer des surprises, toi. En tout cas, la semaine prochaine, c'est OL Angers. On aura un ancien des deux clubs aussi, d'ailleurs que tu as entraîné, qui est aujourd'hui en Irak, qui joue aujourd'hui à Bagdad. C'est Momo Yatara. Donc, putain, Momo, ouais. Et la semaine prochaine, ça sera Momo Yatara à ta place dans le fauteuil pour depuis en direct de Bagdad. J'ai su qu'il avait joué en Chine aussi. Il a joué en Chine, il a joué au Qatar et depuis cet été, il est en Irak. Donc, il voyage. Ouais, et puis l'Irak, c'est quand même pas banal, quoi. Toi, c'est quand même pas banal. Je vais te faire raconter cette expérience parce que c'est quelque chose de. Ça va être intéressant. C'est très intéressant. Et là, il découvre le championnat. Son premier match de championnat, c'est ce week-end. Et donc, je pense qu'on sortira la vidéo mercredi parce que le match est déjà vendredi. Et puis, nous, cette vidéo sort le vendredi midi. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à tous de nous suivre. Merci à vous tous et au plaisir. À la semaine prochaine. Ça marche. Ciao.